Dominique Frost n'a jamais cru aux contes de fées. La vie lui avait appris très tôt que le pouvoir et le contrôle étaient les seules constantes dignes de confiance. En tant qu'héritier de l'Empire Frost Construction, il avait bâti sa réputation sur une précision calculée et une détermination inébranlable, des qualités qui faisaient de lui un homme redouté dans toutes les salles de réunion de Boston. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Son mariage avec Vivian Hargrove, la fille du rival de longue date de son père, avait été conçu comme une fusion stratégique bien plus qu'une union de cœur. Pourtant, Dominique avait appris à l'aimer sincèrement au fil de leurs 15 années ensemble. Leur manoir à Bécon, il se dressait comme un monument à leur réussite. Ils y élevaient leurs 2 enfants, Léo, un garçon de 10 ans silencieux et observateur, qui avait hérité de l'esprit analytique de son père, et Audrey, leur fille de 14 ans, aussi belle que sa mère, mais qui avait malheureusement aussi hérité de son sens croissant de l'arrogance. La première fissure dans leur façade parfaite était apparue 3 ans plus tôt. Dominique avait découvert un message texte sur le téléphone de Vivian, un message envoyé par Rylan Aster, un promoteur immobilier charismatique fraîchement arrivé à Boston depuis Seattle. Dominique ne l'avait pas confronté. Ce n'était pas son style. À la place, il avait commencé à observer. À noter. À attendre. Quand on passe sa vie à bâtir des empires, on apprend que le timing est tout. « Papa, on peut aller pêcher ce week-end ?» demanda Léo un soir, alors que Dominique étudiait des plans dans son bureau. Dominique leva les yeux vers son fils, dont le regard contenait une sagesse bien au-delà de ses années. « Pas ce week-end, Léo. Il y a quelque chose que je dois gérer. » « C'est à cause de maman et de monsieur Aster ?» La question flotta dans l'air, lourde comme la fumée. Le visage de Dominique resta impassible, mais à l'intérieur, il réévaluait son fils. « Qu'est-ce que tu sais sur monsieur Aster ?»« J'entends des choses, » dit Léo en tripotant un coin du plan. « Et je vois des choses. Maman est différente quand elle lui parle au téléphone. » Dominique hocha lentement la tête. « Certaines batailles doivent être menées en silence, fiston. Souviens-toi de ça. » Cette nuit-là, Dominique suivit la Lexus de Vivian jusqu'à un hôtel-boutique du centre-ville. Depuis sa Bentley, il regarda Rylan accueillir Vivian à l'entrée. Sa main s'attarda bien trop longtemps sur le bas de son dos. Dominique ne ressentit pas de rage. Ce qu'il ressentit était plus froid. Plus chirurgical. Il prit des photos. Il rédigea des notes dans son journal en cuir. Puis il rentra chez lui. Pendant 8 mois, il rassembla des preuves, relevés de cartes bancaires, reçus d'hôtels, captures d'écran de messages obtenus auprès de leur opérateur mobile. Un des avantages de siéger au conseil d'administration. Il découvrit que Rylan montait un projet pour prendre le contrôle de 3 chantiers majeurs de Frost Construction, en utilisant des informations que Vivian lui transmettait. Lorsque les papiers du divorce furent déposés, Vivian fut stupéfaite. Son équipe juridique n'était pas préparée à la montagne de preuves que Dominique présenta. Ils lui conseillèrent de transiger. Elle obtint un modeste règlement suffisant pour sauver les apparences, mais bien loin de la fortune qu'elle espérait. Le juge, impressionné par la documentation méticuleuse de Dominique et choqué par l'espionnage industriel de Vivian, lui accorda la garde principale des 2 enfants. « Tu vas le regretter », cracha Vivian à la sortie du tribunal. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Dominique se contenta de redresser sa cravate. « Je sais toujours ce qui m'attend, Vivian. C'est pour ça que je gagne. » 6 mois après le divorce, Vivian annonça ses fiançailles avec Rylan Aster. Dominique reçut une invitation au mariage, accompagnée d'un mot manuscrit: « La famille doit être présente pour les moments importants de la vie. Les enfants s'attendent à ce que tu sois civilisé. » Quiconque connaissait vraiment Dominique Frost aurait immédiatement compris ce que cette invitation représentait, pas une branche d'olivier, mais une déclaration de guerre. Chapitre 2: La tempête qui approche. Le mariage Aster-Hargrove était prévu pour début juin, dans le prestigieux Whitebridge Country Club, un lieu avec une liste d'attente de 2 ans, sauf si l'on avait des connexions. Des connexions que Dominique avait délibérément fait rompre à Vivian pendant la procédure de divorce. Et pourtant, Rylan avait réussi à réserver le lieu. Un détail qui n'échappa pas à Dominique. « Je n'irai pas au mariage de maman »,
déclara Audrey au petit déjeuner, 3 semaines avant l'événement. La déclaration surprit à la fois Dominique et Léo. Depuis le divorce, Audrey s'était rangée du côté de sa mère, rejetant toute la faute de l'éclatement familial sur son père, malgré les preuves accablantes de la trahison de Vivian. « Pourquoi ce revirement ?» demanda Dominique en reposant son café. Audrey enroula une mèche de ses cheveux noirs autour de son doigt, une habitude qu'elle partageait avec sa mère. « Je les ai entendus parler de mon fonds de fiducie. Celui que grand-père Frost a créé pour moi. Maman demandait comment il pouvait y accéder plus tôt. » Dominique hocha la tête, sans surprise. Malcolm Frost avait mis en place des fonds pour chacun de ses petits-enfants, accessibles uniquement à 25 ans ou pour des études, avec l'accord du fiduciaire, Dominique lui-même. « Et qu'a dit monsieur Aster ?» demanda-t-il, d'un ton neutre malgré l'étincelle d'intérêt dans ses yeux. « Qu'une fois marié, il pourrait te mettre la pression pour libérer les fonds. Que tu ferais n'importe quoi pour préserver la paix pour nous, les enfants. » La voix d'Audrey se durcit. « Il t'a traité de faible. Il a dit que tu n'étais que calcul, sans colonne vertébrale. » Léo, silencieux, leva les yeux de son bol de céréales. Son regard croisa celui de son père. Une compréhension muette passa entre eux. « Les gens confondent souvent patience et faiblesse, » répondit Dominique. « C'est une erreur, très utile. » Ce soir-là, Dominique reçut un appel de Bennett Hargrove, le père de Vivian et son ancien beau-père. « Dominique. Il faut qu'on parle, » dit l'homme d'une voix râpeuse, usé par des décennies de cigares et de whisky. « Pas au téléphone. Demain. Midi, à l'endroit habituel. » L'endroit habituel, c'était une salle privée au Hudson Steakhouse, un lieu où l'élite de Boston traitait ses affaires à l'abri des regards. Bennett était déjà assis quand Dominique arriva. Il avait l'air bien plus vieux que ses 70 ans. « Tu as une sale tête, Bennett », lança Dominique en s'asseyant face à lui. « Cancer », répondit Bennett sans détour. « Pancréas. 6 mois, peut-être moins. » Dominique encaissa l'information d'un simple hochement de tête. Malgré les rivalités et le divorce, il avait toujours respecté la franchise de Bennett. « J'imagine que tu ne m'as pas convoqué ici pour chercher de la compassion. » Bennett ricana. « Certainement pas. Je suis là à cause de Ryland Aster. Cet homme est un serpent, Dominique. Pire que toi ou moi à notre apogée. Je suis conscient de ses défauts, » répondit Dominique calmement. « Non. Tu ne le es pas, » dit Bennett en poussant un dossier sur la table. Vivian est aveuglée par l'emprise qu'il a sur elle. Mais Aster vise nos familles méthodiquement. Il se marie dans des lignées riches. Il siphonne les comptes. Et disparaît 3 fois. Avant différents états, différents noms. Dominique ouvrit le dossier, à l'intérieur, des photos de surveillance, des relevés bancaires, des documents judiciaires. « Tu n'as pas chômé ?» dit-il. « La mort imminente aiguise l'esprit, » répondit Bennett. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne laisserai pas ma fille et mes petits-enfants être les prochaines victimes de ce prédateur. Pourquoi venir me voir? Vivian ne t'écoutera pas. J'ai essayé. Elle m'a accusé de vouloir contrôler sa vie. Comme toi, autrefois. » Bennett se pencha en avant, son regard perçant. « Ce mariage est un piège, Dominique. Pas seulement pour Vivian. Pour toi aussi. Aster sait que tu contrôles les avoirs de la famille. L'invitation de mariage, c'est un appât. »« Que proposes-tu exactement ?» demanda Dominique, bien qu'il envisageait déjà plusieurs scénarios dans sa tête. « Tu as toujours eu 3 coups d'avance sur tout le monde, » dit Bennett, non sans une certaine admiration. « Je ne veux pas savoir ce que tu vas faire. Mais quoi que ce soit, je veux qu'Aster soit détruit. Pas simplement arrêté. Effacé. Et Vivian ? » Les yeux de Bennett se voilèrent. « Elle a fait son choix. Mais protège mes petits-enfants, Dominique. Ce sont tout ce qu'il me restera, bientôt. » Dès qu'il quitta le restaurant, Dominique passa 2 appels. Le premier à son chef de la sécurité, un ancien agent de renseignement nommé Wesley Palmer. Le second, il acceptait l'invitation au mariage. Les règles du jeu changeaient, mais l'issue,
elle, ne changerait jamais. Dominique Frost ne perdait pas. Chapitre 3 des loups en beaux habits. Le jour du mariage arriva sous un ciel parfaitement dégagé. Un soleil tiède caressait les pelouses impeccables du Whitebridge Country Club. Dominique ajusta son costume en laine bion anthracite devant le miroir, tandis que Léo, derrière lui, luttait avec sa cravate. « Viens là », dit Dominique en se tournant vers son fils. Le No Windsor projette une certaine assurance. Léo observa attentivement les gestes de son père. « Dis-moi franchement, pourquoi on y va, aujourd'hui ?» Dominique croisa son regard dans le miroir. « Parce que parfois, tu dois être dans la pièce où les décisions se prennent. Comme dans cette comédie musicale qu'Audrey aime bien. »« Hamilton ?» demanda Léo. « Quelque chose comme ça. » Dominique esquissa un léger sourire. « Reste près de moi, aujourd'hui. Observe tout. Mais n'en retiens que très peu. » Ils passèrent prendre Audrey, resplendissante dans une robe saphir qui accentuait sa ressemblance avec une Vivien plus jeune. Ils arrivèrent au lieu de cérémonie à l'heure exacte indiquée sur l'invitation, ni en avance, ni en retard. Dominique était méticuleux, il ne fallait jamais paraître trop empressé. Monsieur Frost lança une voix suave en tranchant avec le brouhaha ambiant, au moment où ils entraient dans la réception. C'était Ryland. Quelle générosité de votre part de venir. Vivien doutait que vous ayez l'estomac pour ça. Dominique se retourna. Devant lui, le fiancé de son ex-femme, cheveux dorés, teint hâlé, costume blanc criant « Nouvelle richesse ». Derrière lui, un groupe de proches de Vivien, guettant la scène avec une excitation à peine dissimulée. « Aster », répondit Dominique d'une voix neutre. « Je ne rate jamais une opportunité d'affaires importante. » Le sourire de Ryland se crispa un peu. « C'est un mariage, pas une transaction. Pour vous, ce n'est pas les deux ?» Dominique soutenait son regard. « Félicitations, au fait. La troisième fois est la bonne, à ce qu'il paraît. » Un éclair d'alarme traversa le visage de Ryland, vite maîtrisé. « Vous vous trompez. Vivien est ma première épouse. » « Bien sûr. Mon erreur. » Dominique salua ses enfants. « Nous devrions trouver nos places. » Alors qu'il s'éloignait, Ryland lança. « On vous a placé avec la famille, Dominique. » Vivien trouvait cela approprié. La cérémonie, sans surprise, était somptueuse, quatuor à cordes, fleurs importées, vœux manuscrits. Dominique nota que Vivien n'arrivait pas à soutenir le regard de Ryland pendant ses promesses de fidélité éternelle. Durant toute la cérémonie, il resta immobile, attentif, modèle de décorum, tout en mentalement répertoriant chaque invité, surtout les trois hommes placés à différents points de la salle, dont l'attention soutenue trahissait qu'ils n'étaient pas là simplement pour célébrer. Lors de la réception, Dominique et ses enfants furent installés à une table avec le frère de Vivien, Nolan Hardgrove, et plusieurs cousins qui n'avaient jamais accepté qu'elle épouse quelqu'un hors de leur cercle social. « Je suis surpris que tu aies osé montrer ton visage, Frost, » lança Nolan, déjà 3 verres dans le nez malgré leur matinale. « L'orgueil est un luxe réservé à ceux qui peuvent se le permettre, » répondit Dominique avec calme. « Philosophie de Marie jetée » ricana un cousin. « Quelle illumination !» Dominique se contenta de siroter son verre d'eau. Il ne buvait jamais dans des événements où la clarté mentale était vitale. La réception avançait, discours, champagne, et une hostilité de plus en plus évidente envers Dominique. Lorsque la piste de danse s'anima, la famille entière de Vivien convergea vers leur table, menée par Nolan, désormais visiblement ivre. Ils formèrent un cercle lâche autour de Dominique et des enfants. Pathétique. Voir un autre homme prendre ta place dans ta propre famille, lança Nolan, assez fort pour que toute la salle entende. Dis-nous, Dominique, comment ça fait d'être si complètement remplacé? La salle éclata de rire. Celui de Ryland, distinct, résonna au-dessus des autres. Dominique ne bougea pas. Son expression resta de marbre. Papa, murmura Léo en tirant doucement sur sa manche. Il faut partir. Maintenant. Quelque chose cloche. Dominique planta son regard dans celui de son fils. Alerte. Inquiet. Lucide.
Il hocha légèrement la tête. Se leva en douceur, posa une main protectrice sur l'épaule de Léo, fit signe à Audrey de les suivre. Déjà sur le départ? Ryan Nolan. Les feux d'artifice allaient juste commencer. En effet, répondit Dominique calmement, guidant ses enfants vers la sortie. Il venait à peine d'atteindre le hall d'entrée lorsque le premier cri transperça l'air, suivi d'un fracas, puis d'autres cris. Dominique conduisit ses enfants vers un coin salon, à l'écart. Restez ici. Ne bougez pas tant que je ne reviens pas. Il revint vers la salle juste à temps pour voir Rylan Aster surgir, son costume blanc éclaboussé de vin rouge, le visage tordu de rage. Derrière lui, des policiers en uniforme entraient par la terrasse. « Toi » cracha Rylan en apercevant Dominique. « Tu as fait ça ?»« Fait quoi, exactement ?» demanda Dominique, calme. « Ne joue pas l'innocent, espèce d'ordure calculatrice. Il m'arrête à mon propre mariage. » Dominique haussa un sourcil. « Pour quelle infraction? Bigamie? Fraude? Usurpation d'identité? Tu as un sacré CV, Richard Allemand, ou préfères-tu Ryan Austin? Tant d'alias, on s'y perd. » Rylan tenta de se ruer sur lui, mais deux policiers le retinrent. « Rylan Aster, vous êtes en état d'arrestation pour multiples chefs de fraude, usurpation d'identité, et violation de probation, annonça un officier. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que Rylan était emmené, Vivien apparut dans l'encadrement de la porte. Sa robe de mariée tachée du même vin, ses joues striées de mascara. « Que as-tu fait » murmura-t-elle, la voix brisée. « Rien, » répondit Dominique, honnêtement. « Ton père, en revanche, a passé quelques coups de fil avant de mourir, la semaine dernière. Il a tenu à ce que sa fille ne soit pas une victime. Tu savais, l'accusa-t-elle. Tu savais, et tu as laissé faire. Je savais, admit Dominique. Et oui, j'aurais pu te prévenir, mais tu n'as jamais vraiment accordé de valeur à ce que je disais, pas vrai? Il se détourna d'elle, rejoignant ses enfants. Léo l'observait, partagé entre l'émerveillement et l'inquiétude. « Comment tu savais qu'il allait se passer quelque chose ?» demanda-t-il alors qu'il marchait vers la voiture. « Je ne savais pas ce qui allait se passer », rectifia Dominique. « Mais j'ai calculé les probabilités. Et cette fois, le timing était parfait. »« Est-ce que maman va s'en sortir ?» demanda Audrey, sa rébellion de tout à l'heure s'étant dissipée, remplacée par la confusion. « Ta mère survivra », assura Dominique avec calme. « Elle s'en sort toujours. » Tandis qu'il quittait Whitebridge, Léo observait le profil de son père avec une intensité silencieuse. « Ce n'est pas fini, hein ?» Un léger sourire effleura les lèvres de Dominique, presque imperceptible. « Non, Léo. Ce n'est même que le début. » Chapitre 4, réplique. Les répercussions de ce que le Boston Herald baptisa le scandale du saboteur de mariage secouèrent les cercles sociaux les plus huppés comme un séisme d'ampleur inédite. Dominique observait tout cela avec un détachement presque chirurgical, tel un scientifique analysant une expérience. Rylan Aster, désormais démasqué comme étant Richard Allemand, un escroc recherché dans 3 États, resté en détention dans l'attente de son procès. La liberté sous caution lui avait été refusée à cause de ses antécédents de disparition mystérieuse. Vivien, humilié mais toujours fier, s'était réfugié dans la maison de vacances familiale des Hardgrove, sur Cape Cod. Elle appelait les enfants tous les jours, au début. Une voix forcée, faussement enjouée, jamais un mot sur Dominique ou le désastre du mariage. Mais après 2 semaines, les appels se firent plus rares. « Tu savais que maman avait hypothéqué sa maison ?» demanda Audrey un soir, alors qu'il dînait dans la salle à manger minimaliste du Penthouse de Dominique. Depuis l'incident du mariage, elle passait plus de temps avec son père. Son hostilité d'antan avait laissé place à un respect prudent. Dominique posa sa fourchette. « Comment l'as-tu appris ?» Elle a appelé aujourd'hui. Elle m'a demandé si j'avais toujours les boucles d'oreilles en diamant qu'elle m'a offertes pour mes 13 ans. Elle a dit que c'était un héritage familial et qu'elle en avait besoin, temporairement. Audrey jouait nerveusement avec sa quinoa. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a parlé de liquidité et de restructuration financière temporaire. Léo, silencieux mais attentif, releva les yeux.
Elle est fauchée, pas vrai? Ta mère a investi sur la base de promesses qui ne se sont jamais concrétisées, expliqua Dominique avec soin. Son conseiller financier aurait dû l'alerter sur les risques de tout placer entre les mains de Rylan. Mais toi, tu savais, dit Audrey, sans l'accuser, mais avec une compréhension naissante. Tu savais, et tu ne l'as pas arrêté. J'ai donné mon avis, répondit Dominique, sec. Elle a choisi de ne pas l'écouter. Les gens doivent assumer les conséquences de leurs décisions. Ce soir-là, alors que Dominique passait en revue les images de ses caméras de surveillance, un rituel nocturne, son téléphone privé sonna. Numéro masqué. Peu de gens l'avaient. Frost à l'appareil. Ils l'ont relâché, dit la voix tendue de Vivien. Rollins est dehors. Quelqu'un a payé sa caution. Quelqu'un, d'un flux. Dominique se pencha en arrière, digérant cette nouvelle inattendue. Où es-tu? La maison du capitaine, je suis seul. Le personnel est parti hier. Je n'ai pas pu faire la paix. Un rire amer traversa la ligne. Et je t'appelle parce que, malgré tout, t'es la seule personne que je connaisse qui n'a jamais eu peur de lui. Il m'envoie des menaces. Il me rend responsable. Il dit que j'étais forcément au courant pour la police. Tu l'étais? Bien sûr que non. Tu crois que j'aurais épousé ce type si j'avais su? Sa voix se brisa. Je sais que tu me détestes, mais, les enfants ont besoin de leur mère. Vivante. Dominique regarda sa montre. Reste là où tu es. Ferme les portes. Active le système de sécurité. Je vais faire quelques appels. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre, puis appela immédiatement Wesley Palmer. Il y a du nouveau. Aster est dehors. Trouve qui a payé la caution, et pourquoi. Et envoie une équipe de sécurité à la maison du capitaine dans les 30 minutes. Wesley le rappela rapidement. La caution a été réglée par Stanford Montgomery, promoteur immobilier à Boston. Un nouveau venu, plus ou moins. Ancien partenaire d'Aster à Seattle. Ils étaient tous les deux impliqués dans un projet de développement qui a capoté. Montgomery a évité les poursuites en témoignant contre Aster. Alors pourquoi sortir un homme qu'il a lui-même trahi? Murmura Dominique, intrigué. C'est là que ça devient intéressant, poursuivit Wesley. Montgomery vient d'acheter 3 terrains adjacents à ton projet immobilier du centre-ville. Le timing est suspect. Dominique resta silencieux un moment, analysant. Quelqu'un tirait des ficelles contre lui. Et Aster n'était qu'un pion. Le jeu venait de dépasser Vivien et son mariage avorté. Renforce la sécurité sur tous les sites. Et pour les enfants aussi. Et donne-moi tout ce que tu peux sur Montgomery. Le lendemain matin, Dominique reçut un appel de l'équipe envoyée à Cap Cod. Monsieur Frost, nous sommes arrivés à la propriété comme convenu, mais la maison était vide. Des signes d'un départ précipité, mais aucune trace de lutte ou d'effraction. Madame Hardroff semble être partie de son plein gré, environ 2 heures avant notre arrivée. Dominique fronça les sourcils. Vérifier les transports, location de voitures, taxis locaux, tout. 1 heure plus tard, confirmation. Vivien avait pris un taxi jusqu'à un aérodrome privé. Un jet l'attendait. Destination, Saint-Lucie, dans les Caraïbes. Ce soir-là, alors qu'il expliquait aux enfants que leur mère avait décidé de prendre un peu de recul, une alerte s'afficha sur sa tablette sécurisée. Quelqu'un avait tenté d'accéder au fonds fiduciaire de Léo en utilisant de vieux codes d'autorisation au nom de Vivien. « Papa, est-ce que maman a des ennuis ?» demanda Léo, ses yeux scrutant le visage de son père. « Ta mère fait des choix », répondit Dominique avec prudence. « Certains sont imprudents. »« Tu vas l'aider ?» demanda Audrey, la voix teintée d'un reproche sous-jacent. Dominique la regarda attentivement. « Je vais faire ce qu'il faut pour protéger cette famille. Et parfois, cela veut dire, laisser les gens affronter les conséquences de leurs actes. » Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent endormis, Dominique reçut un appel vidéo d'un numéro inconnu. Quand il décrocha, le visage de Rylan Aster apparut à l'écran. Ses traits dorés étaient durcis par une lumière crue. Où qu'il soit, l'ambiance était hostile.
Bonsoir, Frost, lança Ryland avec un sourire pincé. Surpris? Pas vraiment, répondit Dominique. Mais je suis curieux de connaître ton nouveau mécène. Un éclair de surprise traversa le visage de Ryland, qu'il s'empressa de dissimuler. Toujours 3 coups d'avance, ah? C'est pour ça que je t'appelle. On a maintenant un intérêt commun. J'en doute fort. Vivien, dit Ryland simplement. Elle est partie avec quelque chose qui m'appartient. Quelque chose de précieux. Montgomery le veut aussi. C'est pour ça qu'il a payé ma caution. Et en quoi cela me concerne-t-il? Demanda Dominique, froid. Ryland se pencha vers la caméra. Parce que, quand Montgomery ne pourra pas obtenir ce qu'il veut de moi, c'est toi qu'il viendra chercher. Et ses gosses? Cet homme ne fait plus de distinction une fois qu'il a pris une décision, dit-il. Tu sembles inquiet pour notre sécurité, observa Dominique, d'un ton sec. Je suis inquiet pour moi-même, admit Ryland. Mais je te propose une trêve, aide-moi à retrouver Vivien et ce qu'elle a volé, et je te livre Montgomery. Toutes ces opérations. Ces contacts. Ces projets pour tes propriétés. Une offre alléchante, venant d'un menteur confirmé. Le masque de Ryland se fissura légèrement, révélant une peur authentique. Tu ne comprends pas avec quoi tu joues, Frost. Montgomery n'est pas comme nous. Il ne suit aucune règle. La seule raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est parce qu'il pense que je peux le conduire à Vivien. Et tu peux? Avec tes ressources? Demanda Dominique. Absolument. Dominique observa l'homme qui avait tenté de lui voler sa femme, l'héritage de ses enfants, et ses relations d'affaires. Je vais considérer ta proposition. Ne tarde pas, le prévint Ryland. La patience de Montgomery n'est pas infinie. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique resta immobile dans son bureau plongé dans l'obscurité. Il recalibrait son analyse. Ce qui avait commencé comme une banale affaire d'infidélité et de divorce était devenu un jeu beaucoup plus complexe, avec de nouveaux joueurs, et des enjeux bien plus élevés. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa une série de commandes, accédant à un système de traçage qu'il avait installé des années plus tôt, une précaution dont Vivien n'avait jamais eu connaissance. Sa localisation apparut, un point clignotant. Pas à Sainte-Lucie, comme le plan de vol le suggérait. À Montréal, Canada. Toujours 3 coups d'avance, murmura Dominique en saisissant son téléphone. Chapitre 5 Le coup. Montréal, au début de l'été, vibrait de festivals, de terrasses animées et de rues vivantes. Mais Dominique n'avait que faire du charme de la ville. Son jet privé se posa, et Wesley Palmer l'attendait déjà sur le tarmac avec un suburban noir, son visage fermé. Elle est toujours à l'hôtel, rapporta Wesley alors qu'il roulait vers le centre-ville. Enregistrée sous le nom de Victoria Harrison il y a 3 jours. Elle n'a pas quitté l'immeuble. Et son visiteur est arrivé hier soir. Stanford Montgomery. Lui-même. Pas un intermédiaire. Ils ont commandé 2 fois le service d'étage. Aucun appel sortant. Dominique encaissa l'information en silence. Le fait que Montgomery soit venu en personne ne laissait aucun doute, les enjeux dépassaient de loin ce que Ryland avait laissé entendre. Et les enfants? Demanda-t-il. Wesley hocha la tête. En sécurité. Maison sûre dans le Vermont, comme prévu. Miss Thorne est avec eux. Meredith Thorne, leur nounou depuis toujours. L'une des rares personnes à qui Dominique faisait confiance sans réserve. Leur véhicule s'arrêta devant une entrée discrète de l'hôtel Saint-Jacques. Le directeur de l'établissement les attendait pour les escorter via un couloir de service. Des années à cultiver des relations dans l'hôtellerie avaient garanti à Dominique une discrétion absolue. Là, dans la suite Belmont, murmura le directeur en les guidant vers un ascenseur de service. Monsieur Montgomery a commandé du champagne il y a 30 minutes, rapporta un serveur. Il fêtait quelque chose. Le directeur les conduisit dans une chambre vide attenante à la suite Belmont. Une fois seul, Wesley installa rapidement un équipement de surveillance, offrant une captation audio et une imagerie thermique de la suite voisine. Je t'avais dit qu'il paierait, dit la voix de Montgomery, parfaitement audible. Frost est bien des choses,
mais il ne risquera jamais sa réputation ni la sécurité de ses enfants. Tu ne le connais pas comme moi, répondit Vivien, la voix légèrement altérée par l'alcool. Dominique ne négocie pas. Il impose. Tout le monde négocie, quand les enjeux sont assez élevés. 20 millions, ce n'est rien pour lui. Mais pour nous, c'est tout. Le visage de Dominique resta de marbre, alors qu'il écoutait son ex-femme et son nouveau complice élaborer leur plan d'extorsion. Et s'il refuse, demanda Vivien. Alors, on passe au plan B, les enfants. Non, répliqua Vivien immédiatement. Ce n'était pas notre accord. Les fonds en fiducie, oui. Mais pas les enfants. Le rire de Montgomery était glacial. Tu as renoncé à tes conditions le jour où tu as perdu la clé USB. Maintenant, on improvise. Dominique en avait entendu assez. Il fit un signe de tête à Wesley, qui démonta l'équipement avec une précision habituelle. Quelles options ? Demanda Wesley alors qu'il quittait discrètement l'hôtel. Retour à Boston. Immédiatement, ordonna Dominique. Préviens notre contact à la division des crimes financiers. Je veux que toutes nos ressources soient mobilisées contre Stanford Montgomery dès demain matin. De retour à bord de son jet, Dominique appela Ryland. Tu l'as retrouvé ? Demanda Ryland sans préambule. Elle a trouvé Montgomery. Ou c'est lui qui l'a trouvé, répondit Dominique. Ils envisagent d'utiliser mes enfants comme levier. Le silence régna un instant. Ce n'était pas prévu, dit enfin Ryland, la voix tendue. Non, répondit Dominique, d'un ton glacial. Parce que menacer mes enfants, ça ressemble drôlement à ta façon d'opérer. Je suis coupable de bien des choses, Frost. Mais pas ça. Je ne cible pas les enfants. C'est le style de Montgomery, pas le mien. C'est toi qui l'as fait entrer dans nos vies. Et maintenant tu veux le faire sortir ? Exactement. Je t'ai dit la vérité à propos de ce que Vivien a pris, des données qui peuvent accabler Montgomery. C'est tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a exactement sur cette clé USB ? Ryland hésita. Des relevés financiers. Des comptes offshore. Les noms de fonctionnaires à sa solde. Je l'avais compilé comme assurance. Mais Vivien l'a trouvé la veille du mariage. Elle a dû penser que ça lui servirait de levier. Et maintenant Montgomery pense que tu l'as. Ou que tu peux l'obtenir. Dominique réfléchit à son prochain coup. J'ai besoin que tu rencontres Montgomery. Dis-lui que tu m'as convaincu de coopérer. Que je suis prêt à lui donner accès aux fonds de mes enfants, en échange de leur sécurité. Il ne te croira pas, objecta Ryland. Il connaît ta réputation. Alors améliore-la. Dis-lui que je suis prêt à tout pour protéger mes enfants. Même à renoncer au contrôle financier. Rends ça crédible. Ta vie en dépend autant que la leur. Une fois l'appel terminé, Dominique contacta son équipe juridique. Il déclencha une série complexe de manœuvres financières. Quand son avion atterrit à Boston, 8 sociétés écrans avaient été créées, contenant ce qui semblait être les fonds de ses enfants mais n'était en réalité qu'un piège soigneusement monté. Le lendemain matin, Dominique reçut la confirmation, Ryland avait rencontré Montgomery, et l'avait convaincu de la coopération de Dominique. Une rencontre fut fixée pour le soir même, dans une propriété récemment acquise par Montgomery, surplombant le port de Boston. Il aura de la sécurité, prévint Wesley en examinant les plans. Et nous aussi, répondit Dominique. Mais ce n'est pas une confrontation physique. C'est un jeu de positionnement. À 20 heures précises, Dominique se présenta seul au bâtiment de Montgomery, une tour de verre encore en construction. Il fut conduit jusqu'aux pentouses, luxueusement meublées mais visiblement inhabitées. Montgomery se tenait devant les fenêtres panoramiques, silhouette découpée sur les lumières du port. Vivien était assise sur un canapé blanc, le dos raide. « Dominique, dit-elle, entre défi et crainte. Tu es vraiment venu. »« Je suis plein de surprises, » répondit-il d'un ton égal. Puis il se tourna vers Montgomery. « Finissons en. Tu veux la clé USB ?» Montgomery, grand, aux cheveux argentés, le physique d'un homme qui paie d'autres pour entretenir son corps, esquissa un sourire mince. « En réalité, j'ai déjà ce que contenait cette clé.
Ton ex-femme s'est montrée très coopérative, une fois qu'elle a compris ce qu'elle risquait. Le visage de Dominique ne changea pas. Alors pourquoi suis-je ici? Et tes enfants n'ont plus aucune importance pour moi. Dominique acquiesça d'un hochement de tête, une seule fois, puis lança le processus de transfert. Ses doigts se déplacèrent avec précision sur l'écran. Lorsqu'il eut terminé, il tendit la tablette à Montgomery. C'est fait. Montgomery consulta l'écran, un sourire satisfait se dessinant progressivement sur ses traits tandis qu'il vérifiait les transferts. Un plaisir de faire affaire avec vous, Frost. Vivant prit alors la parole, sa voix pleine d'ironie. Vivant parlait tellement en bien de votre intelligence. Je suis presque déçu que vous ayez cédé aussi facilement. Je suis un père avant tout, répondit simplement Dominique. Il y a des choses qui dépassent le monde des affaires. Alors qu'il se tournait pour partir, Vivant attrapa son bras. Dominique. Épargne-moi ça, la coupa-t-il sèchement. Quoi que tu sois sur le point de dire, je ne veux pas l'entendre. Les enfants resteront avec moi, conclut-il d'un ton ferme. Tu as renoncé à tout droit sur eux. Montgomery ricana derrière eux. Quel drame. Vous auriez peut-être dû rester mariés. Vous formez un duo étonnamment convaincant. Dominique l'ignora, planta un dernier regard dans les yeux de Vivant, puis s'éloigna sans dire un mot. Dans l'ascenseur, descendant vers le hall, il sortit un petit dispositif de sa poche et entra une séquence de boutons. Dehors, alors que sa voiture quittait le bâtiment, il passa un appel. Wesley. Lance les protocoles 4 à 7. Et contacte notre ami au FBI. La réponse de Wesley ne se fit pas attendre. Déjà fait. Ils sont en train d'intervenir. Dominique esquissa un mince sourire tandis que les lumières de la ville défilaient floues derrière la vitre. Le piège était en place. Les joueurs, positionnés exactement là où il les voulait. Il n'avait plus qu'à attendre que les conséquences s'enchaînent. Chapitre 6 Courant caché. 3 jours après sa rencontre avec Montgomery, Dominique était installé dans son bureau à domicile, les yeux rivés sur une application de veille d'informations privées sur sa tablette. Les titres défilaient, exactement comme il l'avait prévu. Tech Mobile, Stanford Montgomery arrêté dans le cadre d'une vaste enquête pour fraude. Des agents fédéraux perquisitionnent des biens liés à Montgomery Venture. Comptes offshore gelés, l'enquête pour crimes financiers internationaux s'intensifie. Son téléphone sécurisé vibra. Un message d'un numéro non répertorié. Ton ex-femme a été interpellée pour interrogatoire. Coopération totale. B. Il s'agissait de Bradley Marshall, enquêteur du FBI spécialisé dans les crimes financiers. Un homme que Dominique cultivait depuis des années. Une relation mutuellement bénéfique, Dominique fournissait des renseignements sur les pratiques douteuses du monde immobilier à Boston, et Marshall veillait à ce que Frost Enterprises ne se retrouve jamais dans les filets trop larges des enquêteurs fédéraux. Une légère frappe à la porte l'arracha à ses pensées. Léo entra, le visage grave comme toujours. Les infos disent que maman a été arrêtée, dit-il sans détour. Dominique posa la tablette. Pas arrêtée. Interpellée pour interrogatoire. Il y a une nuance. Mais, elle a fait quelque chose de mal? Ce n'était pas une question. Elle a fait des choix. Et ces choix ont des conséquences, répondit Dominique en désignant une chaise pour que Léo s'assoie. Ta mère essayait d'assurer son avenir financier après quelques décisions peu avisées. Léo le regarda de ses yeux pénétrants, presque trop lucides pour son âge. En nous volant? En tentant d'accéder à des ressources auxquelles elle n'avait plus légalement droit, corrigea doucement Dominique. Il n'avait jamais menti à ses enfants, mais pesait toujours ses mots, surtout avec Léo qui absorbait tout. Elle ira en prison? Dominique réfléchit avant de répondre. Cela dépendra de l'utilité de sa coopération. Les autorités s'intéressent davantage à Montgomery qu'à ta mère. Étage M. Aster? Il a disparu, dit Dominique, ce qui était techniquement vrai. Ce qui l'omettait, c'est que Ryland Aster avait disparu grâce à l'équipe de sécurité de Dominique, escorté jusqu'à un aéroport privé avec un aller simple vers un pays sans traité d'extradition, et une nouvelle identité. Un paiement pour son rôle dans le piège tendu à Montgomery.
Dominique ne se faisait aucune illusion sur le caractère de Rylan. Mais un Rylan vivant et redevable était bien plus utile qu'un Rylan mort ou emprisonné. « Je peux aller voir maman ?» La question surprit Dominique. « Tu en as envie ?» Léo prit le temps de réfléchir. « Pas vraiment. Mais Audrey peut-être. » Dominique hocha la tête, appréciant la maturité de son fils. « Je parlerai à Audrey. Si elle veut voir votre mère, on organisera ça. » Quand Léo partit, Dominique retourna à son écran. Le piège financier qu'il avait conçu fonctionnait parfaitement. Quand Montgomery avait tenté d'accéder au transfert du fonds de fiducie, il avait activé des algorithmes de traçage sophistiqués. Non seulement ceux-ci avaient cartographié ses réseaux financiers existants, mais ils avaient également implanté des marqueurs spécialisés dans ces systèmes. Ces balises avaient permis aux enquêteurs fédéraux d'accéder à des données chiffrées que Montgomery croyait sécurisées. Ce que ce dernier ignorait, c'est que la clé USB volée par Vivant était un leurre, une des nombreuses mesures préventives mises en place par Dominique depuis qu'il avait découvert les liens entre Rylan et Montgomery. Les données étaient assez vraies pour être incriminantes, mais pas assez complètes, forçant Montgomery à chercher des validations sur ses serveurs cachés, créant ainsi une piste numérique pour les autorités. Son téléphone privé sonna. Audrey, appelant depuis son cours d'art plastique. « C'est vrai ?» lança-t-elle sans préambule. « À propos de maman ?» En partie, répondit calmement Dominique. « Tu tiens ça d'où ? C'est partout sur TikTok. Quelqu'un l'a filmé quand les agents fédéraux l'ont sorti d'un hôtel à Montréal. Tout le monde dit qu'elle est impliquée dans un énorme réseau de blanchiment d'argent. » Dominique nota mentalement de demander à Wesley de localiser, voire de faire disparaître, cette vidéo. Ta mère était au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. Elle coopère avec les autorités. Un long silence. Tu savais que ça allait arriver, demanda Audrey, plus doucement. Je savais qu'il y aurait des conséquences, dit Dominique honnêtement. Les détails dépendaient des choix des autres. C'est pas une vraie réponse, papa. C'est la seule que j'ai pour l'instant. Tu veux la voir ? Je peux arranger ça. Pause. Non, décida Audrey. Pas encore. Peut-être plus tard. Quand les choses seront plus claires. Après l'appel, Dominique passa en revue les derniers rapports de son réseau. L'arrestation de Montgomery avait laissé un vide de pouvoir dans le milieu du développement immobilier. Un vide que Dominique était déjà en train de combler. 3 des propriétés récemment acquises par Montgomery seraient bientôt en vente à prix cassé. Et Dominique avait déjà donné l'ordre à son équipe d'acquisition de préparer des offres agressives. Ce soir-là, pendant le dîner avec ses enfants, Dominique ressentit un rare moment de sérénité. Les menaces contre sa famille avaient été neutralisées. Ses affaires prospéraient. Et surtout, Audrey et Léo étaient en sécurité, sous son toit, commençant lentement à guérir de la trahison de leur mère. « Je pensais, dit-il d'un ton détaché, qu'on pourrait partir bientôt. Peut-être au ranch dans le Wyoming. Quelques semaines. Tous les 3. Audrey leva les yeux, surprise. Et le travail ? Tu ne prends jamais autant de jours. Certaines choses sont plus importantes que le travail, répondit Dominique en la regardant. La famille avant tout. Léo, toujours silencieux, hocha la tête. Avec une compréhension bien au-delà de son âge. Plus tard, alors que Dominique faisait ses vérifications de sécurité avant d'aller dormir, sa tablette l'alerta d'un appel vidéo entrant. Vivant. Il hésita un instant, puis répondit. Elle avait l'air épuisée, son apparence normalement impeccable en désordre. Il me relâche demain, dit-elle d'emblée. Un accord d'immunité, en échange d'un témoignage contre Montgomery. Félicitations, répondit Dominique d'un ton neutre. Ne fais pas ça, dit-elle en fronçant les sourcils. Tu as orchestré tout ça. Tu savais exactement ce qui allait arriver. Tu as tout positionné parfaitement. Comme toujours. Tu me donnes trop de crédit. Non. Je ne t'en ai pas donné assez. Ça a toujours été mon erreur. Elle passa une main dans ses cheveux. Je quitte Boston. Je vais recommencer ailleurs. Les enfants resteront avec toi. Sa voix se brisa légèrement,
révélant une vraie douleur. Je ne suis pas en état de m'occuper d'eux pour l'instant. Ils seront mieux avec toi. Je le vois maintenant. Dominique scruta son visage, cherchant le moindre signe de manipulation, mais il n'y trouva que de la résignation. « Où vas-tu aller » demanda-t-il. « Mon cousin a une maison en Arizona. Je pensais commencer là-bas, prendre un nouveau départ, trouver ma voie. » Elle hésita. « Je ne contesterai pas la garde. Je prendrai le droit de visite que tu jugeras approprié. Mon avocat va rédiger les documents, » répondit Dominique d'un ton professionnel. Le bien-être des enfants sera la priorité absolue. Vivien hocha la tête. Des larmes montaient déjà dans ses yeux. Dis-leur que je les aime, même si j'ai été pitoyable pour le leur montrer. Lorsque l'appel prit fin, Dominique resta immobile, plongé dans l'obscurité de son bureau. La phase 1 de son plan venait de se conclure, et ce, avec un succès bien plus grand qu'il ne l'avait espéré. Vivien avait été neutralisé, sans incarcération qui aurait encore traumatisé les enfants. Montgomery avait été écarté comme menace. Ryland, lui, avait été expédié dans un recoin reculé du monde, incapable de nuire davantage. Mais Dominique Frost n'était pas du genre à se réjouir des victoires préliminaires. L'objectif final était encore à venir, la reconsolidation complète de son pouvoir, et la leçon ultime pour tous ceux qui avaient osé menacer ce qui lui appartenait. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger les instructions de la prochaine phase. Chapitre 7, recalibrage. Le ranch du Wyoming s'étendait sur 5000 acres de nature vierge, bordé d'un côté par les montagnes et de l'autre par un lac cristallin. Dominique l'avait acheté 5 ans plus tôt à la fois comme investissement et comme sanctuaire. Un lieu où il pouvait faire taire les exigences incessantes de Boston. Pendant 3 semaines, il se consacra entièrement à Léo et Audrey. Ils firent des balades à cheval sur les sentiers de montagne, pêchèrent dans le lac et passèrent leur soirée autour du feu, sous un ciel étoilé, des étoiles invisibles depuis leur maison en ville. Dominique observa des changements subtils chez ses enfants, Léo devenait plus expressif, tandis qu'Audrey s'adoucissait, laissant tomber certaines de ses défenses. Le dernier soir au ranch, alors que les enfants dormaient dans leur chambre, Dominique s'assit sur le porche de la cabane principale, téléphone satellite en main, pour lire les mises à jour de Wesley. La date du procès de Montgomery est fixée à novembre, rapporta Wesley. Son équipe légale est en difficulté depuis que le gouvernement a gelé la plupart de ses actifs. 3 de ses associés ont accepté des accords de plaidoyer. Et Vivien? Installée à Sedona. Elle travaille dans une galerie d'art appartenant à son cousin. Appel vidéo régulier avec les enfants, comme prévu. Dominique hocha la tête, même si Wesley ne pouvait pas le voir. Acquisition des propriétés, terminée. Plan de rénovation approuvé par le conseil municipal. La construction commence le mois prochain. Et notre projet spécial? Wesley baissa légèrement la voix. Phase 1, accomplie. Les comptes sont créés, la piste de preuve est en place. On attend votre feu vert pour la phase 2. Attendez notre retour à Boston, ordonna Dominique. Des nouvelles de notre ami à l'étranger? Un message chiffré, il y a 3 jours. Il est en place. Aucun souci signalé. L'appel terminé, Dominique resta sur le porche, contemplant le reflet de la lune sur la surface du lac. La paix de ce lieu lui apportait toujours la clarté, lui permettant d'affiner ses stratégies, loin du vacarme de la ville. Ses objectifs principaux avaient été atteints, ses enfants étaient en sécurité, ses intérêts commerciaux solidement protégés, les menaces immédiates éliminées. Mais Dominique savait que la véritable sécurité ne venait pas seulement de la neutralisation des ennemis actuels, mais du fait que les menaces potentielles comprennent parfaitement les conséquences de le défier. Montgomery allait faire face à la justice par des voies légales. Son empire serait démantelé, morceau par morceau. Vivien avait été autorisé à battre en retraite avec un minimum de dégâts, une concession faite pour les enfants, non pour elle. Mais la dernière pièce du puzzle, c'était Ryland Aster. L'homme qui avait tenté de s'infiltrer dans sa famille, de manipuler la mère de ses enfants pour accéder à une richesse qu'il n'avait pas méritée. Et pour cela, une vengeance bien plus personnelle était nécessaire. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à retourner à Boston,
Audrey s'approcha de son père pendant qu'il rangeait son ordinateur. « Papa, j'ai réfléchi. » Une hésitation inhabituelle chez elle. « À propos de maman ?» demanda Dominique en lui accordant toute son attention. « J'aimerais la voir. » « Pas tout de suite, mais peut-être pendant les vacances d'hiver. »« Si c'est ce que tu veux, on fera les arrangements nécessaires, » répondit Dominique avec précaution. « Tu ne serais pas en colère ?» Dominique la considéra avec attention. « Audrey, ta relation avec ta mère n'a rien à voir avec mon histoire avec elle. Je ne me mettrai jamais en travers de la connexion que tu veux maintenir avec elle. »« Mais tu ne lui pardonnes pas ?» observa Audrey. « Le pardon ne fait pas partie de ma nature, » admit Dominique. « Mais c'est ma limite, pas la tienne. » Audrey le regarda avec une expression qui lui rappela douloureusement Vivien dans sa jeunesse avant que l'ambition et la frustration ne l'endurcissent. « Tu pardonnes quelqu'un, toi, papa ? » « Je vais de l'avant, » répondit-il honnêtement. « Le pardon implique une volonté de restaurer la confiance. Moi, je préfère apprendre et ajuster. » Plus tard, alors que leur jet privé s'élevait dans le ciel limpide du Wyoming, Léo s'installa à côté de son père tandis qu'Audrey s'assoupissait. « On retourne dans le vrai monde maintenant, pas vrai ?» demanda-t-il à voix basse. Dominique le regarda. « Que veux-tu dire ? Ici, tu étais juste papa. À Boston, tu redeviens Monsieur Frost. Celui dont tout le monde a peur. » L'observation était étonnamment perspicace. « Ça te dérange, que les gens aient peur de moi ? » Léo y réfléchit sérieusement. « Non, ça nous garde en sécurité. Mais, je me demande si ça te rend pas un peu seul. » Dominique n'avait jamais pensé à sa vie en termes de solitude. Pouvoir, contrôle, stratégie, voilà ce qui définissait son monde. Mais quelque chose dans la question innocente de Léo parvint à fendre ses murs intérieurs. « J'ai toi, et Audrey. C'est toute la connexion dont j'ai besoin. » Léo hocha la tête, apparemment satisfait, et retourna à son livre. Dominique tourna les yeux vers le hublot, regardant les nuages défiler sous eux, l'esprit déjà replongé dans la précision calculée qui l'attendait à Boston. De retour à Boston, Dominique s'immergea dans son travail. Finalisation de l'acquisition des anciennes propriétés de Montgomery, restructuration de plusieurs filiales. 2 semaines plus tard, une alerte lui parvint, une signature numérique familière tentait d'accéder à l'un de ses serveurs. Ryland Aster. Il testait les eaux, depuis sa nouvelle position. Dominique contacta immédiatement Wesley. Lancez la phase 2. La machine de guerre que Dominique avait mise en route se mit à tourner avec une efficacité implacable. Des comptes offshore créés sous la nouvelle identité de Ryland reçurent des transferts massifs depuis des sources intraçables. Les autorités fiscales de son pays d'accueil furent anonymement informées d'activités suspectes. Des indices numériques suggérant des liens avec des organisations criminelles internationales furent plantés dans les systèmes que Ryland utilisait fréquemment. Simultanément, à Boston, une série de plaintes scellées fut déposée auprès des procureurs fédéraux. Elle liait Ryland Aster à des crimes financiers antérieurs à son implication avec Vivien ou Montgomery. Ces documents incluaient des preuves censément fournies par Ryland lui-même en échange d'une immunité fictive et impliquaient plusieurs figures puissantes du monde des affaires bostonien, tout ayant déjà affronté Dominique à un moment ou un autre. Fin septembre. Le piège était en place. Ryland Aster, vivant désormais sous le nom de Michael Pearson, dans une ville côtière de Bise, se retrouvait poursuivi par les autorités locales, des enquêteurs financiers internationaux, et plus dangereux encore, par des individus liés au groupe criminel auquel il avait été involontairement associé. Quand le message désespéré de Ryland parvint enfin, via le canal sécurisé que Dominique lui avait laissé, c'était exactement ce que Dominique avait prévu. « Il me traque de partout. J'ai besoin d'une extraction immédiate. Je donnerai tout ce que vous voulez en échange d'un passage sécurisé. » Dominique répondit simplement. « Appelle ce numéro. Utilisable une seule fois. » Quand Ryland appela, Dominique répondit personnellement. « J'aurais dû m'en douter. » Dit Ryland, la voix nouée par la peur, et la colère, c'était ton objectif final depuis le début, tu t'attendais à autre chose ? Demanda Dominique calmement. Après que tu aies tenté de démanteler ma famille,
je t'ai aidé avec Montgomery, ça ne comptait pour rien. Ça comptait pour les mois confortables que tu as passés à Bise, répondit Dominique. Maintenant, la facture arrive. Ils vont me tuer, Frost. Les personnes avec qui tu m'allies ne posent pas de questions d'abord. Ça ressemble à un problème personnel, la désespoir de Ryland était palpable à travers la connexion. Que veux-tu? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux offrir. Il y a une chose, reconnut Dominique, une confession complète. Toutes tes opérations, toutes tes victimes avant vivant. Nom, date, montant, tout. Authentifié et notarié. Et ensuite, tu m'aideras à disparaître pour de bon cette fois. Après, on discutera des prochaines étapes, dit Dominique d'un ton neutre. 24 heures plus tard, Wesley remit un dossier numérique complet contenant la confession intégrale de Ryland, enregistrée, transcrite et authentifiée par un avocat à Bise, qui était sous la paye de Dominique. Le document détaillait des dizaines de stratagèmes sur plus d'une décennie, des femmes riches ciblées, manipulées et vidées financièrement à travers plusieurs États. Dominique examina attentivement le matériel avant de passer 2 appels. Le premier fut à son contact au FBI, à qui il fournissait une version expurgée de la confession de Ryland. Le second fut à Ryland lui-même. C'est fait, dit Ryland immédiatement. Je t'ai tout donné. Quand puis-je espérer l'extraction? Vérifie ta boîte mail, ordonna Dominique. Quelques secondes passèrent alors que Ryland accédait vraisemblablement à son compte. Qu'est-ce que c'est? Un article de presse de demain? Escroc international retrouvé mort à Bise? C'est une sorte de blague malsaine? C'est une courtoisie, répondit Dominique d'un ton égal, un aperçu du titre de demain. Je voulais que tu comprennes qu'il n'y aurait jamais eu d'extraction. Tu as scellé ton destin au moment où tu as ciblé ma famille, Frost. Écoute-moi, la voix de Ryland monta de panique. Non, c'est toi qui écoutes, le coupa Dominique, son ton glacial. Dans environ 30 minutes, des individus liés au cartel moral arriveront à ton emplacement. Ils croient que tu as volé des millions de leur opération de blanchiment, une croyance étayée par les transferts vers tes comptes et la documentation fournie à leurs intermédiaires. Tu ne peux pas faire ça, souffla Ryland. Ce n'est pas de la justice, c'est un meurtre. Ce sont des conséquences, corrigea Dominique. Au revoir, Ryland. Il raccrocha, puis se tourna vers Wesley, qui se tenait silencieusement près de la porte du bureau. Surveille la situation. Confirmation uniquement, pas d'implication directe. Wesley acquiesça d'un signe de tête et partit, laissant Dominique seul avec le poids de sa décision. Il ne ressentait ni satisfaction ni remords, seulement la froide certitude que ce chapitre se refermait exactement comme il l'avait conçu. La dernière pièce avait été placée, le plateau était clair. Chapitre 8 L'héritage. La première neige d'hiver saupoudrait Boston début décembre, transformant la ville en un paysage immaculé qui dissimulait la saleté en dessous. Dominique se tenait à la fenêtre de son bureau, observant des ouvriers installer le logo de Frost Construction sur l'ancien bâtiment Montgomery en face. L'acquisition avait été finalisée plusieurs semaines auparavant, la rénovation accélérée pour effacer toute trace du précédent propriétaire. Son interphone bourdonna, la voix de son assistante retentit. « Monsieur Frost, l'école de Léo est en ligne 1, quelque chose à propos d'un incident. » Dominique fronça légèrement les sourcils et les mit en relation. L'appel fut bref mais préoccupant. Léo avait été impliqué dans une altercation avec un autre élève qui avait fait des commentaires sur Vivant et le scandale entourant son mariage raté. Bien que Léo n'ait pas été blessé physiquement, le conseiller scolaire s'inquiétait de son état émotionnel et demandait à Dominique de venir immédiatement. À son arrivée à la prestigieuse académie privée, Dominique fut escorté au bureau du directeur où Léo était assis seul, la posture rigide et l'expression fermée. « Je vous laisse un moment », dit diplomatiquement le directeur en les laissant seuls. Dominique prit place sur la chaise à côté de son fils. « Tu veux me dire ce qui s'est passé ?» demanda Tyler Whitman. « Maman était une profiteuse qui a eu ce qu'elle méritait », répondit Léo, sa voix étrangement contrôlée pour un garçon de 10 ans. « Toute notre famille était pourrie. » Et ta réponse? Je lui ai dit qu'il répétait des ragots sans comprendre les faits, dit Léo, comme papa le fait dans ses articles de Wall Street.
Dominique réprima un sourire. Sherman Whitman était un journaliste financier connu pour ses reportages sensationnalistes souvent truffés de demi-vérités. Et puis il m'a poussé, alors je l'ai repoussé, ajouta Léo, levant enfin les yeux vers son père. Je n'ai pas perdu le contrôle, papa. J'ai calculé la réponse acceptable. Cette expression, que Dominique lui-même employait souvent, le prit au dépourvu. Il étudia son fils avec une nouvelle conscience, reconnaissant en lui quelque chose de lui-même dans cette réaction mesurée. C'était à la fois gratifiant et déconcertant. La réponse acceptable, répéta Dominique prudemment, aurait été de s'éloigner et de signaler l'incident à un professeur. Les yeux de Léo se plissèrent légèrement. Ce n'est pas ce que tu aurais fait. L'observation resta suspendue entre eux, douloureusement exacte. Dominique s'était toujours vanté de ses réponses contrôlées face aux provocations, mais il n'avait jamais reculé devant un défi direct, une qualité qui lui avait bien servi en affaires, mais qui n'était peut-être pas l'héritage le plus sain pour son fils, se dit-il peut-être. Il y a des domaines où mon exemple n'est pas celui à suivre, reconnut Dominique. Plus tard dans la soirée, après avoir assuré au directeur que des discussions appropriées auraient lieu à la maison, Dominique s'assit avec ses deux enfants dans le salon de leur pentouse. La neige continuait de tomber dehors, à travers les fenêtres du sol au plafond, créant un sentiment d'isolement du monde en dessous. « Je veux parler de quelque chose d'important avec vous deux, » commença Dominique, à propos de l'héritage, ce que nous recevons de nos parents et ce que nous choisissons de transmettre. Audrey leva les yeux de sa tablette. « C'est à propos de la bagarre de Léo ? » ?»« C'est à propos des choix, » corrigea Dominique. « Mon père, votre grand-père, a construit son entreprise par l'intimidation et la brutalité. J'ai hérité de ses méthodes et des conséquences de son approche, respect mêlé de peur, succès éclipsé par l'isolement. » Les deux enfants le regardaient avec une attention inhabituelle. Dominique parlait rarement de son père ni de son propre passé. « J'ai continué beaucoup de ces schémas, » admit-il. Ils ont été efficaces pour bâtir et protéger ce que nous avons, mais l'efficacité n'est pas la seule mesure de valeur. Tu dis que Léo n'aurait pas dû repousser ce gamin, interpréta Audrey. Je dis qu'il y a des aspects de ma façon de gérer les conflits que vous feriez mieux de ne pas imiter, précisa Dominique. Les réponses calculées ont leur place dans les négociations commerciales, mais dans les relations personnelles, elles peuvent créer une distance. Le regard perspicace de Léo ne vacilla jamais. Comme avec maman, la question était directe, forçant Dominique à considérer sa réponse avec soin. Ta mère et moi avons fait des choix qui ont créé des fractures irréparables dans notre relation, mais ces choix ne doivent pas déterminer vos relations avec nous. Vous ne voulez pas qu'on soit comme vous, dit Audrey, non pas accusatrice, mais avec une compréhension naissante. Je veux que vous preniez la force, la réflexion stratégique, la persévérance, la loyauté envers la famille, sans hériter des limites, expliqua Dominique, l'incapacité à pardonner, la tendance à voir les relations comme des transactions, l'isolement qui vient du besoin constant de garder le contrôle. C'était peut-être la vulnérabilité la plus grande qu'il avait jamais montrée à ses enfants, reconnaissant en lui-même des dimensions qu'il examinait rarement. La conversation continua tard dans la soirée, évoluant en discussion sur leur prochaine visite à Vivant en Arizona pendant les vacances d'hiver. À la surprise de Dominique, il se trouva sincèrement favorable à cette relation, reconnaissant que ses enfants avaient besoin d'un lien avec leur mère non filtré par ses propres griefs. 2 jours plus tard, Dominique reçut la notification que la phase finale de sa stratégie concernant Rylan Aster avait été achevée. Les autorités internationales avaient officiellement confirmé la mort de Rylan Abiz, la qualifiant d'homicide lié au crime organisé. L'affaire était close sans lien avec Dominique ou ses opérations. Simultanément, l'enquête fédérale sur Stanford Montgomery s'était élargie pour inclure plusieurs figures influentes du monde des affaires à Boston impliquées dans la confession de Rylan. Le vide de pouvoir ainsi créé était rapidement comblé par Frost Enterprises, consolidant la position de Dominique comme la force dominante dans la communauté du développement immobilier à Boston. Ce soir-là, alors qu'il passait en revue les derniers rapports, Dominique fut interrompu par un appel provenant d'un numéro qu'il reconnut comme appartenant au téléphone sécurisé qu'il avait fourni à Vivant. « Dominique, dit-elle, sa voix plus forte que la dernière fois qu'ils avaient parlé. Je voulais te remercier personnellement d'avoir organisé la visite des enfants. Ça signifie plus que je ne peux l'exprimer. Ils ont hâte, répondit-il d'un ton neutre.
Je suis en thérapie, poursuivit-elle. J'essaie de comprendre les choix que j'ai faits, les dégâts que j'ai causés. Je n'attends pas de pardon, je sais que ce n'est pas ton genre, mais je veux que tu saches que je travaille à redevenir quelqu'un de meilleur. Dominique réfléchit un instant. Je n'attends pas que tu changes pour moi, vivant. Je veux juste que mes enfants aient un modèle qui ne soit pas leur père ou leur mère. Un silence suivit. On est peut-être plus semblables qu'on ne le pense, conclut-elle finalement. Dominique raccrocha, la première fois depuis longtemps avec une sensation d'espoir mitigée mais tangible. Le passé restait lourd, mais une nouvelle page semblait s'ouvrir. L'héritage n'était plus une fatalité imposée, mais une série de choix à faire. Avant cela, dans le renseignement militaire, puis dans le conseil en sécurité pour le secteur privé, Dominique s'était appuyé contre son fauteuil. « As-tu une famille ?» Une lueur de prudence, peut-être, traversa les traits habituellement stoïques de Wesley. Une sœur à Portland, une nièce et un neveu. Je les vois quelques fois par an. Prends du temps, dit Dominique brusquement, 2 semaines, visite entièrement rémunérée, pour voir ta famille. Les sourcils de Wesley se levèrent légèrement. Y a-t-il une inquiétude concernant ma performance? Tout le contraire. Considère cela comme une reconnaissance de ton service exceptionnel. Le ton de Dominique laissa clairement entendre que le sujet n'était pas ouvert à la discussion. Après le départ de Wesley, Dominique se tourna vers les grandes fenêtres qui dominaient la ville. Boston s'étendait en dessous de lui, un paysage qu'il avait contribué à façonner au fil de décennies d'acquisitions stratégiques et de développement. De cette hauteur, les gens se réduisaient à de simples points mouvants, les bâtiments à des formes géométriques, une perspective qui avait toujours séduit sa préférence pour un détachement calculé. L'interphone bourdonna. « Monsieur Frost, l'école de Léo est en ligne. » Pour la seconde fois, Dominique ressentit une tension passagère. « Passez-les. » Contrairement à l'appel précédent, des mois plus tôt, celui-ci apportait une nouvelle inattendue. Léo avait été sélectionné pour représenter sa classe dans un prestigieux concours de mathématiques. L'enseignante qui appelait fut élogieuse quant aux capacités de Léo et, plus surprenant encore, à son leadership dans l'aide apportée aux autres élèves pour se préparer aux épreuves préliminaires. Il montre des compétences collaboratives remarquables, expliqua la professeure. Non seulement il résout lui-même les problèmes, mais il aide aussi les autres à comprendre la méthodologie. C'est assez impressionnant pour son âge. Après l'appel, Dominique resta assis avec cette information, ressentant une fierté inhabituelle qui dépassait la simple réussite académique de Léo. Son fils forgeait un chemin qui combinait la pensée stratégique de Dominique avec une intelligence émotionnelle que Dominique lui-même avait toujours jugée inutile. Ce soir-là, alors qu'il célébrait la sélection de Léo avec un dîner spécial, Audrey mentionna son récent appel vidéo avec Vivian. « Maman sort avec quelqu'un », annonça-t-elle, observant attentivement la réaction de son père. « Un artiste qui travaille à la galerie avec elle. Elle voulait que nous le sachions avant notre visite pour les vacances de printemps. » Dominique hocha la tête, sans surprise. « Ta mère mérite d'être heureuse. » Les sourcils d'Audrey se levèrent. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais que tu dises. »« Que attendais-tu » demanda Dominique, sincèrement curieux. « Je ne sais pas, quelque chose de froid et méprisant. » Audrey haussa les épaules. « Tu as changé dernièrement, moins calculateur. » « J'allais dire robotique, » suggéra Léo. Audrey sourit en coin. « Mais calculateur marche aussi. » Dominique absorba cette évaluation avec une étonnante sérénité. Les gens s'adaptent quand les circonstances l'exigent. C'est ce qui s'est passé, insista Léo. Les circonstances ont changé, répondit Dominique, regardant son fils, aussi perspicace que toujours, cherchant des schémas et des explications. Peut-être que mes calculs se sont étendus pour inclure des variables que j'avais auparavant ignorées. Plus tard dans la nuit, après que les enfants furent couchés, Dominique reçut un appel inattendu de son contact au FBI, Bradley Marshall. « Je pensais que tu voudrais savoir », commença Marshall sans préambule. Montgomery tente de négocier une peine réduite en offrant des informations sur, je cite, « le véritable pouvoir derrière la communauté du développement de Boston, c'est-à-dire toi. » Dominique interpréta immédiatement. « Il prétend que c'est toi qui as orchestré sa chute, que les preuves contre lui ont été fabriquées. »
Et ta réponse? C'est pour ça que je t'appelle, dit Marshall. Officiellement, nous avons refusé son offre faute de preuves corroborantes. Officieusement, ces allégations correspondent à certains schémas que mes collègues et moi avons observés au fil des ans. Dominique écouta cela en silence. Ne te méprends pas, continua Marshall. Personne n'ouvre d'enquête. Montgomery s'est détruit lui-même par son comportement criminel bien documenté. Mais je pensais que tu devrais savoir que les perceptions changent dans certains milieux. J'apprécie l'information, répondit Dominique d'un ton neutre. Une chose de plus, ajouta Marshall. Montgomery a reçu une visite hier. Son ancienne avocate Claire Donag. Elle a été vue en rendez-vous avec des représentants de plusieurs firmes de développement qui ont historiquement été en concurrence avec Frost Construction. Après avoir raccroché, Dominique réfléchit à cette nouvelle information avec sa méthode habituelle et méthodique. Claire Donag était redoutable, brillante, connectée, et l'une des rares personnes qui pourrait posséder assez d'éléments pour reconstituer les stratégies que Dominique avait employées contre Montgomery, et par extension Ryland Aster. Dans le passé, sa réaction aurait été immédiate et décisive, construire une contre-stratégie, identifier les vulnérabilités de Donag, neutraliser la menace avant qu'elle ne se matérialise. La machine était encore en place, Wesley et son équipe pouvaient commencer le processus d'un simple coup de fil. Au lieu de cela, Dominique se retrouva à reconsidérer le schéma qui avait défini sa vie professionnelle, l'élimination des menaces, la consolidation du pouvoir, l'efficacité impitoyable avec laquelle il retirait les obstacles. Tout cela lui avait bien servi, mais à quel prix? La question de Léo sur la solitude, l'observation d'Audrey sur son côté robotique, même le choix de Vivien de détruire des informations compromettantes plutôt que de s'en servir contre lui suggérait des possibilités qu'il avait auparavant rejetées. Le lendemain matin, Dominique convoqua son équipe juridique pour revoir tous les liens entre Frost Construction et les propriétés anciennement détenues par Montgomery. Chaque transaction fut examinée pour conformité légale absolue, chaque document scruté pour déceler des vulnérabilités potentielles. L'après-midi, il avait initié une restructuration de plusieurs actifs clés, créant des couches supplémentaires d'isolation entre lui-même et toute action qui pourrait être interprétée comme une manipulation des forces du marché. Ce n'était pas un repli, Dominique Frost ne se repliait jamais, c'était un repositionnement stratégique, un ajustement aux conditions changeantes. Si Claire Donag et ses associés cherchaient des preuves d'irrégularité, ils ne trouveraient que des pratiques commerciales rigoureusement documentées et légalement solides. Ce week-end-là, alors qu'ils regardaient Léo et Audrey préparer leur visite de printemps chez Vivien, Dominique prit une décision qui le surprit lui-même. J'y ai réfléchi, dit-il en triant les vêtements à emporter, je pourrais vous accompagner le premier jour à Sedona pour m'assurer que vous êtes bien installés. Les deux enfants le regardèrent, choqués et sans cacher leur surprise. Tu veux voir maman? Demanda Audrey, incrédule. Je veux m'assurer que les mesures de sécurité pour votre visite sont adéquates, précisa Dominique, même s'il reconnaissait la rationalisation en prononçant ces mots. Il me semble plus efficace d'évaluer la situation en personne. Le regard pénétrant de Léo laissait entendre qu'il comprenait plus que ce que Dominique n'avouait. Maman est-elle au courant de ce plan? Pas encore, reconnut Dominique. Je lui parlerai ce soir. L'appel à Vivien fut bref mais étonnamment civil. Après les chocs initiaux semblables à ceux des enfants, elle accepta prudemment l'arrangement. Vous resterez au complexe en ville, précisa-t-elle, pas chez moi, bien sûr. Dominique acquiesça. Ce n'est pas une intrusion, simplement une mesure pratique pour la sécurité des enfants. Et cela n'a rien à voir avec un contrôle de ma nouvelle relation. Son ton était catégorique. Ta vie personnelle t'appartient. Dominique répondit avec une diplomatie inhabituelle. 3 jours plus tard, alors que leur jet privé entamait sa descente vers l'aéroport de Sedona, Dominique ressentit une sensation inconnue, que chez quelqu'un d'autre on aurait pu appeler nervosité. La séparation soigneusement construite entre son passé avec Vivien et ses responsabilités présentes de parent allait être comblée d'une manière qu'il ne s'était jamais autorisé auparavant. Vivien l'attendait au petit terminal, semblant en meilleure santé que lors de leur dernière rencontre. Son teint était réchauffé par le soleil de l'Arizona, sa posture plus détendue. À ses côtés, un homme grand aux cheveux sombres striés d'argent, vêtu de manière décontractée, ce qui aurait été impensable dans leur cercle bostonnais.
Les enfants se précipitèrent vers elle en sortant de l'avion, l'embrassant avec une affection sincère, ce qui provoqua une brève contraction au niveau de la poitrine de Dominique. Il s'approcha plus lentement, salua Vivien d'un signe de tête formel et tendit la main à son compagnon. Dominique Frost, se présenta-t-il. Daniel Cormier, répondit l'homme, sa poignée de main ferme. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'imagine bien, reconnut Dominique avec un humour inattendu. L'embarras initial s'estompa un peu tandis qu'ils organisaient les bagages et le transport. Comme la nuit tomba sur Sedona, Dominique sut que ce voyage ne serait pas seulement une visite familiale, mais une étape dans un territoire émotionnel et stratégique inexploré. Because I'll never get a pension. So you know what? Maybe I don't feel so bad about scamming Nana. Maybe Nana needs to learn a little bit about what it means to be a millennial. Where the fuck my pension, bro? If I can't have it, no one can. Nana had her time, bro. Trust me, bro. Nana, listen. Just front me some now. I'm gonna put it into NFTs, and it's gonna 10x, guaranteed. The ROI is, like, it's a no-brainer. I have to dance while I'm on Obsidian because there's no gameplay. Hmm. We're almost there. We're almost there. One more. We've done it. Okay. Oh, I don't have a diamond hat or a iron hat yet. I better do that. Where's my crafting table, bro? Uh-oh, I'm actually starting to run out of wood. I need to be a little careful. Hey! Hey, thank you. Okay. I can make a sword. Yeah, I think sword is what we want to do here. Alright. We got a hat. Oh, we're still up. Oh, that... I was like, where's my crafting table? I must have left it somewhere. I guess I'll just make a new one. Welcome back, Neon Names. I can't stand it here. Finally have a use for the Zeemon. Oh, by the way, work has officially begun on the sub emotes. If you guys have ideas though, I'm open to hearing them for mana sub emotes. I've got a few ideas down in the works, but we have quite a few slots. I'm actually surprised how many emotes I'm allowed to have. Get our artist slave to work. I actually have not seen Are You Sitting in the chat room in a while.
I'm gonna make him painstakingly make all those emotes. I'm gonna say, honestly, I think Midjourney could do better. And then I'm just gonna ghost him. Hi. This is the motherfucker that killed me in the last world.